Le 9 mars 2023, vers 12h30, un appel anonyme a été passé au 911 pour informer les répartiteurs qu'un homme, qui venait d'entrer dans un marché alimentaire sur la Central Avenue de Cleveland, prétendait avoir été kidnappé. Dès l'arrivée de la police, les agents ont pu parler à la victime présumée, et la conversation choquante a été capturée par la caméra corporelle de l'un des policiers. I went over there to fix his busted pipe for his washing machine. Okay. And I was putting a water line for his ice for his refrigerator. And when I got downstairs, another dude came out. They had guns on me and they robbed me. I mean, they tied me up. They had plastic laying on the ground. De manière inquiétante, les liens en fer blanc et le ruban adhésif utilisé lors du kidnapping étaient encore visibles sur le corps de l'homme, alors qu'il expliquait ce qui lui était arrivé. Comme le mentionne la victime aux policiers, les ravisseurs l'avaient forcé à monter dans son propre van, l'avaient volé, puis retenu en otage pour une demande de rançon avant qu'il ne parvienne à s'échapper. So they put this on my face, they get me in my van, and they bring me over here, they turn the location up on my phone. One of the guys is in back with me. And Which way did the car go? Huh? Where'd the car go? It was parked this way, and I ran all the way down here to here. We were parked right over there. You're parked at 49? What kind of car was it? It's my van. Comme les policiers l'ont découvert plus tard, le principal auteur du kidnapping était Ahmed Johnson, un homme de 51 ans avec qui la victime avait partagé un passé en prison fédérale. Après avoir enquêté davantage sur l'affaire, ils ont reconstitué l'histoire du kidnapping. Comme la victime l'a mentionné dans la vidéo, le kidnappeur l'avait engagé pour un travail de plomberie. Lorsqu'il est arrivé à la maison dans le quartier de Buckeye-Wood Hill, à Cleveland, il a été conduit au sous-sol où il devait soi-disant examiner une conduite d'eau qui fuyait. Une fois en bas, Ahmed a emmené la victime dans une autre pièce, où un autre homme est apparu et l'a menacé avec une arme à feu. Après avoir volé son téléphone et sa montre Apple, les ravisseurs ont ligoté la victime et l'ont mise à l'arrière de son propre van. Tandis que les kidnappers conduisaient vers le centre-ville, ils ont forcé la victime à appeler un ami pour qu'il apporte environ 15 000 $ à une station-service voisine, en échange de sa libération. Mais alors que le van ralentissait, la victime a réussi à sauter du véhicule et à courir sur East 49th Street. Agissant rapidement, il s'est réfugié dans un magasin de proximité où il a trouvé protection sous les yeux du public, forçant les suspects à fuir. Ahmed Johnson a été inculpé de kidnapping aggravé devant le tribunal de Cleveland. À ce jour, aucune nouvelle mise à jour n'a été donnée concernant l'affaire. Le 25 décembre 2020, un homme de 63 ans nommé Anthony Quinn Warner a conduit son camping-car sur la Second Avenue à Nashville, dans le Tennessee, et a réveillé les habitants des environs avec une voix féminine robotique et numérique provenant de son véhicule, avertissant tout le monde à proximité d'évacuer la zone. Bientôt, la voix féminine a répété que le camping-car allait exploser, et peu après 6 heures du matin, elle est devenue de plus en plus insistante, annonçant que le véhicule exploserait dans 15 minutes. Dans les images enregistrées par les caméras corporelles, diffusées plus tard par les autorités, un groupe de policiers de Nashville peut être vu parcourant le centre-ville, exhortant les retardataires à évacuer pour leur propre sécurité. But there is something serious happening down the road. Go for 11. Okay. Do you mind going down to Second and Where they need to go when they are evacuated? That's so weird. That's like something out of a movie. Like The Purge? Yeah. Are you watching The Purge? La voix robotique et ses avertissements sinistres confèrent à toute la scène une atmosphère extrêmement troublante. Comme l'a souligné un policier, cela rappelle étrangement une scène du film The Purge. De manière inattendue, le camping-car diffusait également des extraits de la chanson Downtown, un succès de 1964 interprété par Petula Clark,
qui évoque le réconfort que l'on peut trouver dans l'animation de la ville lorsqu'on se sent triste ou seul. Malheureusement, la voix robotique ne bluffait pas. À peine 15 minutes plus tard, le camping-car a explosé près du bâtiment d'AT&T, causant des dégâts à plus de 50 bâtiments, dont certains se sont effondrés sous l'effet de l'onde de choc massive. Les images enregistrées par les caméras corporelles montrent les policiers évaluant les dégâts et escortant les piétons vers des zones sûres, des scènes qui ne peuvent être décrites que comme apocalyptiques. Commander 425, are you 10-4? He's in 4. Are you guys okay? Yeah. No, my guys. Where's your car? How you doing? Okay, go to your car. What's going on? 217, myself and 215 are off on the route. Command, make sure all units are direct. There may be ammo in that vehicle. We don't need anybody coming up the 2nd Avenue exposed. You okay? Yeah, I'm good, man. I appreciate it. Même si l'explosif à l'intérieur du camping-car était extrêmement puissant, les policiers ont réussi à évacuer la plupart des habitants des environs. Heureusement, personne à l'extérieur du véhicule n'a perdu la vie. Bien que 3 personnes aient été blessées et hospitalisées après l'incident, la seule victime mortelle fut Anthony Warner lui-même, qui se trouvait encore dans le véhicule au moment de l'explosion. Après l'incident, les autorités ont approfondi les recherches sur le passé d'Anthony pour comprendre ce qui aurait pu le pousser à commettre un acte aussi insensé, et ce qu'elles ont découvert était assez troublant. Il s'avère que Warner était un solitaire paranoïaque, obsédé par des théories du complot sur des lézards extraterrestres métamorphes cherchant à prendre le contrôle du monde. On a également appris que, 16 mois avant l'explosion, la petite amie de Warner avait appelé la police pour signaler qu'Anthony fabriquait des explosifs dans le camping-car garé devant leur maison. Plus inquiétant encore, moins d'une semaine avant Noël, un voisin de Warner lui aurait demandé si le Père Noël allait lui apporter quelque chose de spécial pour les fêtes. Warner aurait répondu « Oh oui, Nashville et le monde ne m'oublieront jamais ». Malgré son désir évident d'attirer l'attention, les policiers n'ont jamais véritablement compris le motif de Warner. Il a finalement été conclu qu'il ne souhaitait probablement blesser personne et qu'un diagnostic de cancer en phase terminale, combiné à d'autres facteurs, avait contribué à la dégradation de sa santé mentale. Le 9 septembre 2019, un officier du département de police d'Albuquerque a remarqué un jeune homme en train d'effectuer un contrôle routier sur un SUV Nissan gris. L'homme n'était pas habillé comme un policier, ce qui a éveillé les soupçons. Il portait une tenue ordinaire, un jean, un polo noir et une casquette de l'Air Force, tout en prenant les informations du conducteur. Trouvant la situation étrange, l'officier l'a mis de côté pour lui parler. Dès le début de la conversation, l'homme semblait légèrement nerveux. Can I talk to her for a minute? How you doing? What's going on? Let's just talk back here real quick. Who do you work for? Early time trips off. Oh, okay. I know, I'm under-equipped. Okay, because normally you do, if you're out here, man, if you're making a traffic stop, you're just gonna have to stop, dude. Alright? Do you have an ID with you? I mean, this is all I got. I mean, like I said, I'm under-equipped. I was just heading over there to the courthouse To the courthouse for what? to get my crap. Okay. I know, it makes no sense. I caught him going 120 down I-40. Okay. Why do you have lights on this vehicle? Personal? I know. Do you have an ID with you at all? No, I keep it on my uniform. L'homme a affirmé qu'il se rendait au tribunal lorsqu'il avait arrêté le conducteur du SUV gris. De façon suspecte, il a également déclaré qu'il n'avait aucune pièce d'identité sur lui, prétendant l'avoir laissé dans son uniforme. Après quelques questions, il a indiqué s'appeler Brendan Wazinski et a admis qu'il utilisait son véhicule personnel pour arrêter des civils. Il a cependant insisté sur le fait qu'il était officier de police depuis 3 ans. And I'm not here to mess with you, man. It's just the thing is, yeah, he was speeding, dude. You could have called it in, and because if you get into shooting, you're Right. All right, man. I understand. Alright. This, for starters, I know this looks really bad. Right. This looks really bad. This screams whacker. Right. How long you been on? About 3 years. Okay. I've been on for like 13 years. All right, so. Après avoir consulté la base de données,
l'officier a constaté que le nom de Brendan n'apparaissait dans aucune liste des agences locales d'application de la loi. À ce stade, il a décidé de placer le suspect à l'arrière de son véhicule en attendant que son superviseur vienne clarifier la situation. Moins de 5 minutes plus tard, Brendan a perdu son sang-froid et a avoué qu'il n'était pas un véritable policier. What's up, man? All right. I'm just gonna be straight up honest with you. I'm not a cop. Okay. Okay. I'm just gonna be That honest. bad from. I bought it offline. Okay. Do me a favor, stay in here, okay? For a second. Dès l'arrivée de son superviseur, l'officier lui fait un compte-rendu de la situation et il décide d'arrêter Brendan pour usurpation d'identité de policier. Après l'avoir menotté, le shérif se rend sur les lieux pour évaluer la situation. Il est difficile de comprendre combien de temps Brendan pensait pouvoir continuer à arrêter des gens en prétendant être un policier, mais il semblait croire qu'il pouvait jouer les justiciers sans jamais en subir les conséquences. Bien qu'il n'ait pas eu d'arme à sa ceinture au moment de son arrestation, il n'est pas rare que des personnes comme lui finissent par utiliser des armes ou des menottes comme outils d'intimidation, une fois qu'elles prennent confiance et pensent pouvoir agir en toute impunité. Il est évidemment extrêmement dangereux que des individus se fassent passer pour des policiers, surtout en milieu urbain, ce qui explique pourquoi les officiers n'ont eu d'autre choix que de l'emmener au poste. Une fois sur place, les policiers tentent d'obtenir la déposition complète de Brendan, mais le suspect se contredit à plusieurs reprises et ment dans l'espoir de susciter la sympathie des agents. Il affirme qu'il se rendait au travail lorsqu'il a vu une voiture rouler à 120 km/h sur l'autoroute et avoue avoir paniqué lorsque l'officier lui a demandé son identité. Étrangement, il prétend que le badge utilisé pour se faire passer pour un policier appartenait à son père, qui aurait travaillé pour le bureau du shérif avant d'être tué en service il y a 5 ou 6 ans. And then when I made contact with you, I noticed you had a badge. Where'd you get that badge from? It belonged to my dad. It belongs to your dad? When was Well, it did. It did? Is he still around, or did he pass away? Well, he was killed. Oh, he was killed, okay. Comme il a été révélé par la suite, tout cela était un mensonge. En réalité, Brendan avait acheté le badge en ligne, comme il l'avait lui-même avoué lors de l'interrogatoire. Il est difficile d'imaginer qu'il pensait pouvoir s'en tirer avec un mensonge aussi flagrant, surtout qu'une preuve vidéo montrait clairement qu'il avait admis avoir acheté le badge moins d'1 heure auparavant. L'interrogatoire a également révélé que Brendan n'avait que 18 ans, bien qu'il ait affirmé en avoir 25 lors de son interpellation. Ce détail rend encore plus suspect le fait qu'il ait prétendu être marié et vouloir appeler sa femme. Il est difficile de distinguer le vrai du faux dans son histoire. La situation devient encore plus inquiétante lorsque Brendan avoue qu'il avait une arme chargée dans la boîte à gants de son véhicule, bien que cela n'ait pas été visible dans la vidéo initiale. Sachant qu'il était un menteur compulsif et un adolescent irresponsable, il est effrayant d'imaginer ce qu'il aurait pu faire avec les menottes et l'arme s'il avait continué à jouer les justiciers encore quelques jours ou semaines. En mars 2020, un juge l'a condamné à 1 an de probation. Cependant, quelques semaines plus tard, Brendan a enfreint les conditions imposées. Il n'a pas rendu visite à son agent de probation, a refusé de passer un examen psychologique, a donné une fausse adresse et a manqué un rendez-vous prévu. En conséquence, le juge a durci les termes de sa probation. À ce jour, aucune mise à jour n'a été communiquée concernant cette affaire. Vers 20 h le 30 septembre 2021, 3 enfants âgés de 6, 6 et 7 ans ont été signalés disparus dans le quartier de Flamingo Lake à Montgomery, au Texas. Selon les parents, les enfants avaient disparu après être entrés dans la forêt de Sam Houston et s'être éloignés du sentier principal pour jouer dans un ruisseau. Après l'annonce de leur disparition, les autorités ont lancé une vaste opération de recherche, incluant des hélicoptères, des chiens, des drones, des véhicules tout-terrain et des centaines de policiers de diverses agences. Le lendemain matin, un Samaritain anonyme, bien connu dans la région, a décidé de prendre les choses en main et est allé seul dans la forêt nationale pour retrouver les enfants. Vers 9 h du matin, le 1er octobre, il a retrouvé les enfants et a appelé le 911 pour les ramener en sécurité.
Toute l'opération de sauvetage a été capturée par la caméra corporelle du sergent Jason Smith. Come on, can y'all come to me? Come to me. Yeah, come to me. There's an opening right here. Come on, kids, come to me. They wouldn't let me in over here last night, so I just took off around the back. I've been looking all night long. Yes, sir. I have all Jesus three is children. good, ain't he? Ain't Jesus good? He is good. Kids, I'm the police. Are y'all ready to get out of the woods? Come on, buddy. Let's get out of here. You got cheeseburgers in your car? We're going to get something to eat. Okay? You want to hold my hand? We'll get out of here? Bien que les enfants aient été retrouvés à un peu plus d'1 kilomètre de l'endroit où ils étaient entrés dans la forêt, ils avaient été perdus pendant plus de 24 heures, et il était compréhensible qu'ils aient eu faim. Comme cela a été révélé plus tard, les enfants avaient passé la nuit dans la forêt, se protégeant sous un arbre tombé jusqu'à ce que le volontaire vienne les secourir. C'est pour cette raison qu'ils avaient des feuilles et des branches dans les cheveux lors de l'enregistrement vidéo. Yeah, let's pick this. Grab hold of that. There you go. You're really strong. Am I really strong? I don't think Lose your shoe? I got you. Bien qu'ils aient passé la nuit avec un abri minimal et qu'ils n'aient rien mangé pendant 24 heures, les enfants semblaient toujours de bonne humeur lorsque le sergent Smith les escortait hors de la forêt. Vers la fin de la vidéo, on peut les voir être guidés vers une clairière où plusieurs voitures de police les attendaient. Thank you, fellas. Y'all got it? Come on, kids. Let's come out to the road. Oh, yeah. What? There you go, buddy. Look at you. You made it. C'est vraiment effrayant de penser qu'en cas de non-intervention à ce moment précis, les enfants auraient probablement succombé aux éléments. Heureusement, ils ont pu retourner chez leurs parents sains et saufs. Le 30 janvier 2017, la police du Nouveau-Mexique a reçu un appel troublant d'un témoin dans le Nevada. Celui-ci affirmait avoir vu une femme forcée de quitter son appartement à Las Vegas par un homme avant d'être placée dans une fourgonnette blanche portant une plaque d'immatriculation du Texas. Après avoir reçu l'alerte, les policiers ont réussi à localiser le véhicule en moins de 24 heures et à arrêter le conducteur ainsi que le passager. Une fois les suspects sortis du véhicule, les policiers s'approchent de la fourgonnette blanche. C'est alors qu'ils font une découverte incroyablement troublante. Yeah. Put a camera on this thing. Got a camera. You need a... Oh my God, thank you. Okay. Got it? Rolling? Okay, it's rolling. Okay. Okay, we're gonna get you out of here, okay? I got pictures of her and I got pictures of the chains. À l'arrière du véhicule, les policiers découvrent une femme nommée Jane, enchaînée au plancher de la fourgonnette par les suspects. Une fois libérée, elle livre un témoignage troublant. Selon Jane, l'homme au volant de la fourgonnette était son ex-petit ami, Jack, qui avait fait irruption dans son appartement pour l'enlever. Bien qu'elle ait tenté de se défendre, Jack, entraîné en arts martiaux mixtes et physiquement bien plus fort qu'elle, l'a rapidement maîtrisée avant de la forcer à quitter son domicile. Jane suppose que ce sont ses voisins qui ont été témoins de l'altercation et qui ont alerté la police. C'est grâce à cet appel au 911 que les forces de l'ordre ont pu intervenir à temps et la sauver. Étonnamment, une fois dans la voiture de police, Jack ne semble pas particulièrement inquiet à l'idée d'être emprisonné. On le voit même interagir calmement avec l'officier, lui demandant s'il a un hymne préféré avant de chanter les paroles de Amazing Grace pendant son transfert en prison. You got a favorite hymn? What's that? You got a favorite hymn? No, I don't. Why not? I don't know. I've never been into them.
What about you? What about Amazing Grace? You like that one? I'll take it. Amazing Grace, how sweet. Il a été révélé par la suite que l'acolyte de Jack dans cet enlèvement était Samuel Brown, un jeune homme de 19 ans. Pendant son transfert dans une autre voiture de police, Samuel a demandé à l'officier s'il pouvait lui parler, affirmant qu'il avait peur de tout ce qui se passait. What are the police gonna ask me? Au cours de l'enquête, la police a découvert que Jack et Samuel avaient planifié d'emmener Jane dans une grotte au Nouveau-Mexique, creusée par Jack dans le flanc d'une colline. Selon le rapport, leur intention était de la conditionner pour qu'elle accepte d'épouser l'un d'eux. Après cet incident terrifiant, Jack a été condamné à la prison à vie, tandis que Samuel a écopé d'un peu plus de 5 ans de prison. Il est troublant d'imaginer ce qui aurait pu arriver à Jane si cet appel au 911 n'avait pas été passé et si les policiers n'étaient pas intervenus à temps. Le 8 avril 2021, des policiers de la ville de Whitehall dans l'Ohio, située à environ 10 km de Columbus, ont reçu un rapport indiquant qu'un homme se faisait passer pour un policier lors d'un contrôle routier. À leur arrivée sur les lieux, ils ont trouvé un homme de 26 ans nommé Casey Donovan Williams endormi dans ce qui semblait être un véhicule de police de Whitehall. Lorsqu'il s'est réveillé, il a expliqué aux policiers qu'il était un agent en service, commandé pour une mission spéciale. Au début, les policiers ont cru à son histoire, mais après avoir appris qu'aucune mission spéciale n'était assignée à ce moment-là, ils sont revenus pour obtenir la vraie version des faits. L'échange a été capturé par la caméra corporelle des policiers. But you have no ID from them, No, all right? no. And have you ever been sworn in by them? I've talked to the chief. No. So I'm that's asking all you a I direct asked. question. Have you been sworn in Now, by this is very them? important you answer this correctly, because being a former police officer or someday a current police officer, you know if you lie in this situation, you go directly to jail. No, I'm not. So I'm going to I'm put not, that right listen, out. I'm not. So trying- if I'm you not, are telling me you are a police officer right now, is that what you're telling me? No. So you are not a commissioned police officer. I have spoke with the chief. That's not what I'm asking you. Okay. I'm asking you one question. Are you a commissioned police officer through the state of Ohio? I have an OPUDA certificate. That's not what I'm That's asking. not what we're asking you. I'm explaining to you. I have No, you're not. You're not answering the question. You're avoiding the question. It's very simple. Are you a sworn police officer anywhere in the state of means Ohio with commission. any department? Not currently. Okay. Dès que les policiers commencent à exercer un peu de pression, Casey avoue qu'il n'est pas un véritable agent de police assermenté. Lorsque les policiers lui disent qu'il risque d'aller en prison s'il ment, il décide d'appeler l'un des officiers qui lui aurait soi-disant donné la mission, dans une tentative de se soustraire aux conséquences. Okay. 1 second. Would you be willing to speak to the supervisor from the company? From Watchman. From Watchman? Yes. Is he an actual police officer? You are an actual police officer, correct? Okay. Okay. Yes, he is. Where are you commissioned at? It doesn't matter. He's not here doing anything. Yeah. I don't care if he's the superintendent of the State Highway Patrol. That's irrelevant to the situation. Bien qu'il semble avoir toute une série d'excuses élaborées pour justifier ses actions, les policiers sentent qu'il y a plus dans cette histoire que ce qu'il veut bien avouer. Après avoir mentionné qu'il essayait simplement de gagner un peu d'argent supplémentaire en prétendant travailler pour le département de police de Glenwood, il réalise que ses chances d'échapper à une arrestation sont assez minces. C'est alors qu'il se résout à demander aux policiers de faire preuve de clémence. That's all I was trying to do. Please do not. I'm asking you for courtesy, man to man. Please do not ruin my career. Please, please, please. I think you did that kind of on your own. Tout au long de l'échange, on dirait que Casey ne réalise pas la gravité de ce qu'il fait, ou qu'il croit réellement que les policiers vont le laisser s'en sortir en montrant un faux badge et en portant même une arme tout en prétendant être un agent de la loi. Cependant, les choses allaient de bientôt devenir beaucoup plus graves pour Casey, car après avoir été mis dans le véhicule d'un véritable policier, les policiers ont fouillé son véhicule et trouvé un fusil AR-15 chargé, un gilet tactique,
un pistolet chargé avec 15 cartouches, un taser, 2 paires de menottes et du spray au poivre. Il est assez perturbant de penser à ce qui aurait pu se passer si les policiers n'avaient pas arrêté Casey sur le champ. Bien qu'il ne semblait pas avoir de mauvaises intentions à première vue, Casey aurait pu utiliser un badge, un véhicule et des armes à des fins vraiment néfastes s'il en avait eu l'intention, en convainquant simplement les gens qu'il était un véritable policier. Du kidnapping à l'extorsion, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux, un faux policier peut être extrêmement dangereux. Comme il a été révélé plus tard, ce n'était pas la première fois que le suspect se mettait dans une situation similaire. Bien qu'il ait été, à un moment donné, un agent de la prison du comté de Pickaway, il a été contraint de démissionner après avoir essayé d'imposer son autorité en tant que policier sous couverture lors d'une foire, alors qu'il n'avait pas été autorisé à le faire. Après l'incident à Whitehall, Casey a été accusé d'usurpation d'identité d'agent de la paix, un crime de 3e degré, et de manipulation incorrecte d'une arme dans un véhicule, un crime de 4e degré.